Mesdames et messieurs, il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, opération pré-hivernage, l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, annonce un taux de 25% de réalisation de curage dans la région de Dakar. La commune de Rufisque et Sangalkam sont les zones cibles de l'opération. Le coût des investissements est estimé à 2,5 milliards de francs CFA. Les détails à suivre avec Aïssa Touka. Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Vous avez suivi dans notre édition d'hier les stratégies du PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme. Ce soir, nous nous intéressons à l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme qui a investi pas moins de 200 milliards de francs CFA. Elle réaffirme son engagement et ses actions pour éliminer cette maladie endémique. Annulation du décret de déclassification de la bande des Filao de Guédiawaye porté en justice par l'organisation Action pour la justice environnementale. La Cour suprême retire l'affaire de l'ordre du jour pour la placer sous instruction, une décision qui suscite l'optimisme chez les écologistes qui espèrent obtenir gain de cause. Et puis votre rubrique hebdomadaire Enjeux climat dans la zone des Niayes. Ce soir, à la rencontre des producteurs, l'utilisation du carburant peut bien sûr polluer l'air et le sol dans les périmètres maraîchers. Enjeux climat en fin d'édition avec Ibrahima Ndiaye, Pape Ibrahima Ndiaye. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois et bienvenue donc sur ITV. La région donc de Dakar a abrité le comité régional de développement sur les opérations pré-hivernage. L'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal, rassure et annonce un taux de 25% de réalisation de curage dans la région de Dakar. Cette année, la commune de Rufisque et Sangalkam sont les zones cibles de l'opération. Le coût des investissements est estimé à 2,5 milliards de francs CFA. Aïssa Touka. Le département de Rufisque et la commune de Sangalkam, les zones ciblées par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Selon le gouverneur de Dakar, le nécessaire sera fait pour limiter les dégâts des inondations. Nous avons constaté depuis 2 années maintenant que les inondations basculent vers le département de Rufisque, particulièrement la commune de Sangalkam et celle de Tivaouane-Peulh. Et peut-être Bambilor à un degré moindre. Maintenant, il va falloir concentrer les efforts dans cet arrondissement, donc l'arrondissement de Sangalkam. La secrétaire générale de l'ONAS rassure sur l'avancement et le bon déroulement des opérations de curage à Dakar. À ce jour, dans la région de Dakar, nous sommes à peu près de 25% de taux de réalisation du curage, donc soit 25 000 mètres linéaires sur les 109 000 de réseaux que nous gérons dans la région de Dakar. Et je profite de l'occasion pour le rappeler que ces mêmes opérations seront tenues dans les différentes régions, dans tous les périmètres assainis où l'ONAS a un patrimoine. Ces opérations de curage y seront menées pour amoindrir le maximum possible les éventuelles nuisances lors de l'hivernage 2024. L'État a également prévu un investissement d'une valeur de 2,5 milliards de francs CFA pour assurer l'opération. L'État a mis en place un programme décennal de lutte contre les inondations avec un montant positionné toutes les années. Et pour ce qui concerne l'Office national de l'assainissement, c'est un montant de 2,5 milliards qui sont en train d'être mis en œuvre par l'ONAS chaque année. Avec l'engagement et les efforts consentis pour faire face à l'hivernage, les services de l'ONAS sont déterminés à atteindre leurs objectifs. Ils comptent amoindrir les conséquences des inondations dans les zones ciblées à Dakar. Aïssa Touka, pendant ce temps à Djahaï, les populations de l'unité 10 alertent sur les risques d'inondation. Un canal à ciel ouvert de près d'1 kilomètre est à l'origine des inquiétudes pour les populations. La prise en charge immédiate des problèmes liés à l'assainissement avant l'hivernage est primordiale. Babacar Seck. Un canal à ciel ouvert qui traverse l'unité 10 des Parcelles Assainies à Djahaï inquiète les populations à quelques mois de l'hivernage. L'unité 10 est devenue le réceptacle des eaux qui proviennent des communes environnantes. Depuis l'ouverture de ce canal, les habitants souffrent le martyre à longueur d'année.
Pendant l'hivernage, les eaux pluviales de Kounoun, de Cité Gendarmerie et Marine française sont drainées vers l'unité 10 à travers un système de pompage. Après l'hivernage, maintenant place aux eaux usées et aux eaux vannes, c'est-à-dire les eaux issues des fosses septiques de toutes les populations environnantes vers l'unité 10. Ainsi, à longueur d'année, nos populations font face à un paludisme endémique, un environnement dégradant du fait des eaux usées, puantes, un isolement du fait des voies de circulation coupées par le canal, etc. Les maladies respiratoires sont le lot quotidien des enfants. Les populations demandent un système d'assainissement efficace pour échapper aux inondations. Nous prions maintenant les autorités municipales et étatiques d'arrêter de déverser les eaux pluviales des autres contrées par pompage vers l'unité 10. D'intimer les populations riveraines de Djahaï de mettre fin au déversement de leurs fosses septiques dans la rue. De régler définitivement le problème par la construction d'une route pavée dotée en dessous d'un système d'assainissement. Mais de réfléchir à toute solution structurelle pour nous protéger contre les inondations. Actuellement, à force de solitude dans la bataille contre ces puantes, nous, population de l'unité 10 Djahaï Parcelles, sommes à bout de force et complètement désemparés. Les autorités municipales de Djahaï et les populations ont entamé une réflexion pour trouver une solution définitive aux problèmes liés à l'assainissement. À l'instant, Babacar Seck, notre correspondant permanent donc à Rufisque. Bitumage de l'axe Kolda-Saly-Kenyé à la frontière avec la République de Guinée-Bissau. Les populations riveraines dénoncent les lenteurs constatées dans l'exécution des travaux et exigent un coup d'accélérateur pour mettre un terme aux préjudices et aux désagréments causés. L'entrepreneur en charge des travaux promet de livrer l'infrastructure dans les plus brefs délais. N'est-ce pas, Seydou Diatta? Les travaux ont démarré en avril 2022 et devraient être livrés 20 mois plus tard. Sauf que le rythme ne semble pas satisfaire les populations riveraines. De plus en plus des voix s'élèvent pour exiger de l'entreprise Icons en charge des travaux un coup d'accélérateur. Vous voyez, l'axe Kolda-Saly-Kenyé, les trois communes sont là représentées. Ça fait presque un an que les travaux de l'axe Kolda-Saly-Kenyé ont démarré. Donc comme ça a démarré, il est normal qu'en mi-sommet de venir faire l'évaluation, faire le suivi des travaux. Et nous avons eu des réponses claires. Visiblement, l'entreprise Icons fait de son mieux pour relever les défis et compte livrer l'infrastructure au courant de l'année 2024. On a terminé les terrassements. Pratiquement, il reste une seule couche à réaliser, c'est la couche de base, qui sera une latérite améliorée avec du ciment. Et après cette couche-là, c'est le revêtement qui va venir. Donc, en termes d'exécution des travaux, on est à 25%. Au courant de l'année 2024, si tout va bien, on peut bien livrer les travaux. Il est vrai que le bitumage de cet axe a été la principale doléance pendant des années. Le début des travaux a été un ouf de soulagement, mais à quel prix? Il serait beaucoup plus sage de rencontrer les populations avant de démarrer les travaux. Parce qu'il y a dans certains villages là, il ne peut pas avoir deux allées. Il faut contourner le village. Et en contournant le village, forcément, il y a des maisons qui sont impactées. Alors, l'autre difficulté, les classes sont envahies par les poussières, les maîtres ne peuvent pas faire normalement leur travail. Ce qui veut, quand vous fermez les fenêtres, ils sont étouffés, il fait chaud. Tout ça combiné, il y a un impact sur la santé des populations. Nous avons quelques inquiétudes par rapport à l'hivernage qui s'approche, aux déviations, par rapport aux impactés, par rapport à l'impact, la responsabilité sociétale de l'entreprise. Toutes ces questions ont été posées à l'entreprise. Malheureusement, dans cette partie sud du pays, réputée pour l'installation précoce de l'hivernage, contrairement au reste du territoire national, le temps joue véritablement contre l'entreprise en charge des travaux, même si l'optimisme n'a jamais fait défaut. Depuis 2008, l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme a investi pas moins de 200 milliards de francs CFA. Concernant les résultats, une baisse de près de 62% de la mortalité a été notée, mais des défis persistent. La journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée aujourd'hui est une occasion pour l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme de réaffirmer son engagement et ses actions pour éliminer cette maladie endémique. Le point avec Aïssa Toukan.
Dans le cadre de la quête du Sénégal pour éliminer le paludisme d'ici 2030, l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme au Sénégal a apporté une contribution substantielle de 200 milliards de francs CFA. Depuis 2008, cette collaboration fructueuse avec le Programme national de lutte contre le paludisme a été soulignée. Chaque année, notre initiative, qui est l'initiative américaine de lutte contre le paludisme, contribue à hauteur de 22 à 24 millions de dollars américains pour appuyer le gouvernement du Sénégal dans la lutte contre le paludisme. Depuis son lancement, je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes autour de 400 millions de dollars américains que le gouvernement américain a investi au Sénégal dans la lutte contre le paludisme, ce qui fait plus de 200 milliards de francs CFA. Selon le conseiller résident de l'initiative, le pays a réalisé d'importants progrès avec une baisse de la mortalité liée au paludisme atteignant près de 62%. Cette réussite est attribuée aux différentes stratégies mises en œuvre. Donc les interventions, elles sont multiples. C'est l'achat et la distribution des moustiquaires pour prévenir le paludisme. C'est l'achat des médicaments pour la prise en charge des cas. C'est la prévention du paludisme pendant la grossesse chez les femmes enceintes et aussi l'administration des médicaments de paludisme pendant la saison de pluie. Pendant la saison de pluie qui est la saison de haute transmission du paludisme, on appelle ça prévention du paludisme saisonnier. Et ça se fait dans 16 districts sanitaires qui portent le plus grand poids du paludisme dans le pays. Cependant, des défis subsistent, notamment la diminution de l'efficacité des traitements et la montée des coûts des nouvelles générations de moustiquaires, mais pas que. Nous sommes confrontés à un problème qui est la rétention des données de santé. Avec les mouvements d'humeur donc des agents de santé, nous n'avons pas suffisamment de données, nous n'avons pas de données de qualité et nous n'avons pas de données à temps. Nous avons des changements climatiques, nous avons un changement dans la durée de transmission, nous avons tous les problèmes de disponibilité donc des médicaments et autres que j'avais cités. Donc nous avons besoin de beaucoup de ressources financières. Et ces ressources financières ne peuvent pas et ne doivent pas être supportées que par donc, les partenaires, mais aussi le gouvernement du Sénégal, mais la communauté du Sénégal aussi devait contribuer. Pour surmonter ces obstacles, Dr Sadou insiste sur la nécessité d'impliquer l'ensemble de la population dans la lutte contre le paludisme, tout en mettant en place un système de contrôle efficace. Il est important qu'on utilise les bons outils aux bons endroits, que nous ayons une bonne appropriation de la lutte contre le paludisme par les communautés elles-mêmes. Donc aujourd'hui, le gouvernement américain a décidé d'aller de l'avance pour transférer les ressources au maximum possible aux organisations locales et aux organisations gouvernementales pour qu'elles-mêmes, à travers leurs compétences, puissent développer les stratégies nécessaires et les mettre en œuvre. Plus on avance vers l'élimination, plus c'est difficile donc de maintenir, parce qu'il faut mettre donc des systèmes de contrôle pour que même si on élimine, il ne faut pas que les cas reviennent encore dans le pays. En cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'initiative présidentielle américaine contre le paludisme voit une opportunité pour renforcer son engagement et ses actions en faveur de la lutte contre cette maladie endémique. Parlons de tout à fait autre chose, annulation du décret de déclassification de la bande des Filao de Guédiawaye portée en justice par l'organisation Action pour la justice environnementale. La Cour suprême retire l'affaire de l'ordre du jour pour la placer sous instruction. Une décision qui suscite l'optimisme chez les écologistes qui veut obtenir gain de cause. L'un d'eux, Lamine Diagne, se veut clair, le combat va continuer jusqu'à l'annulation du décret de déclassification de plus de 800 hectares. Lamine Diagne, directeur exécutif d'Action pour la justice environnementale, est interrogé par Mamsene Oubabou et Seleman Diallo. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que le juge a retiré l'affaire pour instruction. Alors, cela peut-être augure de bons espoirs, dans la mesure où ça c'est notre deuxième recours. Et pour la première fois, le juge avait statué le même jour et vidé l'affaire le même jour. Aujourd'hui, c'est le deuxième renvoi. Et une fois sur place, il dit qu'il retire l'affaire pour l'instruire. Ce qui veut dire que peut-être il a compris maintenant le message des environnementalistes et il veut peut-être commanditer des expertises pour mieux comprendre ce que nous réclamons et ce que l'agent judiciaire de l'État aujourd'hui, en tout cas, prétend.
soulève comme moyen de défense. Alors, disons que la bande des Filao, c'est de Dakar à Saint-Louis. Alors, le problème, c'est que c'est un déclassement qui vise à lotisser l'ensemble de la bande des Filao et la mise à mort d'un écosystème fragile, très fragile, qui protégeait déjà tout le Sénégal, tout Dakar, contre l'avancée de la mer, contre le problème des changements climatiques, mais aussi la bande est un réservoir de biodiversité, n'est-ce pas? Et il y a plus de 15 000 âmes qui travaillent là-bas, qui trouvent là-bas leur moyen de subsistance. Donc aujourd'hui, il est hors de question qu'un décret du président déclare cette bande des Filao en une zone urbanisée. Limogeage tous azimuts de DG en Conseil des ministres d'hier, sans appel à candidature compromis. Eliman Kane, président de l'ex-Africa, prend acte et fait savoir qu'il s'attendait à ce que certains postes stratégiques fassent l'objet d'appels d'offres. Il est joint au téléphone par Amadou Bari. Dans le programme qui a été proposé aux Sénégalais, le candidat Bassirou Diomaye Faye, devenu président élu, avait annoncé que, en fait, pour certains postes, ils ont bien dit sur certains, ils vont utiliser l'appel à candidature. Donc certains, ça veut dire que c'est pas pour tous les postes qu'ils vont le faire. Et donc, on ne peut pas le tenir en vigueur d'avoir procédé à des nominations sans passer par l'appel à candidature. Maintenant, l'appréciation que nous pouvons faire, c'est que en réalité, je pense que si l'idée de l'appel à candidature a été avancée depuis longtemps, ça a été au combat aussi un plaidoyer de la société civile, c'était surtout par rapport à des postes stratégiques. Mais nous pensons qu'effectivement, il y a des postes intéressants comme l'APIX qui définit les politiques d'investissement et d'attrait des investissements étrangers vers le pays, le port autonome de Dakar qui est un poumon économique au Sénégal, et le média public d'État comme la RTS. Nous pensons que le pôle urbain de Diamniadio, c'est des grands, postes stratégiques qui mériteraient qu'on passe à l'appel à candidature pour avoir les meilleurs profils possibles. À l'instant, Eliman Kane, président de l'ONG L'ex-Africa. Tiraillement au sein du bureau national du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux. Une plainte contre Moussa Sissoko pour usurpation de fonctions est en gestation. Le bureau estime qu'il n'a aucune légitimité pour agir au nom du syndicat fondé par feu Sidia Ndiaye. Je vous propose d'écouter Mbaye Sow, il est le secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux. Il est au micro de Babacar Seck. Au sortir de cette réunion-là, des décisions ont été prises, parmi lesquelles celle de poursuivre Moussa Sissoko pour faux usage de faux. Si d'aventure il essayait d'encaisser les subventions parvenues à notre organisation. Depuis notre congrès, nous avions pensé que ce monsieur-là allait revenir à la raison et restituer au Sud-Est ce qui lui est dû. Nous avons tenu notre congrès, élu un bureau national légitime. Mais depuis lors, Moussa Sissoko n'arrête pas de parler et d'agir au nom de notre syndicat. Nous le mettons en garde. Dès aujourd'hui, nous allons le poursuivre en justice pour qu'il arrête de parler et d'agir au nom du syndicat. Mais également, nous le mettons en garde qu'il sache que s'il touche à ces subventions-là, cela constitue purement et simplement un détournement de fonds et que nous allons le poursuivre pour cela. Donc nous le mettons en garde. Voilà les décisions qui ont été issues de notre bureau exécutif national. Nous avions pensé de ne pas en venir à cela. Nous avions pensé qu'il entendrait raison et qu'il saurait prendre ses précautions et pour qu'il arrête de parler au nom de notre syndicat. À Louga, la protection de l'enfant et la gestion des cas de violence préoccupent les acteurs. Ils ont tenu un comité départemental. Objectif élaboré, entre autres, un programme national de mobilisation des ressources pour le renforcement des comités de protection de l'enfant. Les précisions de Mam Abdou Bodjan. SOS Village d'enfants Sénégal, SOS Luxembourg et la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants ont tenu un atelier d'échange et d'orientation avec les membres du comité départemental de protection de l'enfant pour discuter sur la gestion des cas de violence, abus, exploitation et négligence des enfants dans la région de Louga. Afin de pouvoir échanger sur des questions de protection de l'enfance dans la zone de Louga, dans le département de Louga plus globalement, mais aussi échanger sur la gestion des cas de vulnérabilité
vulnérabilité, mais aussi des cas de VAN, donc les violences, abus, exploitation négligente. Des modalités d'animation et de fonctionnement ont été définies pour l'amélioration de la synergie, la coordination, le suivi et le reportage des actions entre acteurs intervenants de la promotion des droits et la protection de l'enfant. Nous avons d'abord des questions d'identification, puisque qui parle de gestion, d'abord il faut identifier les cas, les cas de maltraitance d'enfants qui soient victimes de violences. Ensuite, ouvrir un dossier pour soutenir cet enfant-là. Malgré les progrès à temps, les défis à relever sont nombreux. Ces difficultés sont en lien essentiellement avec des enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance, la persistance de certaines pratiques socio-culturelles encore néfastes, la présence encore malheureusement de l'exploitation économique des enfants talibés. Donc grosso modo, c'est encore des défis qui restent dans le cadre de la protection de l'enfant. Entre autres résultats attendus, assurer le suivi des engagements pris par les comités de protection de l'enfant à l'issue des ateliers, également associer les autorités administratives et décentralisées pour la recherche de solutions aux éventuelles difficultés et contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des programmes. Report de la Biennale de l'art africain contemporain, c'est officiel maintenant. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture informe à travers un communiqué parvenu à notre rédaction le report de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. D'après la tutelle, ce report s'explique par des contraintes et des aléas induits par le contexte national et international. La Biennale, qui devait se tenir du 15 mai au 15 juin, est ainsi reportée au 7 novembre jusqu'au 7 décembre prochain. Votre rubrique hebdomadaire Enjeux climat dans la zone des Niayes ce soir à la rencontre des producteurs en toile de fond des motopompes à gasoil pour leur irrigation agricole, une méthode pour accéder à l'eau mais pas sans conséquences sur l'environnement. L'utilisation du carburant peut polluer l'air et le sol dans les périmètres maraîchers. Pour éviter les risques, des producteurs se mettent au vert en utilisant les panneaux solaires. Reportage Pape Ibrahima Ndiaye et Moussa Fall. Le dispositif abandonné en pleine nature reflète la situation que beaucoup d'agriculteurs vivent dans la zone des Niayes. Bassin de rétention à sec, motopompe en silence et des bouteilles en plastique qui étaient remplies de carburant et qui se retrouvent finalement dans le décor. Pour échapper à ce sort et avoir leur destin en main, certains agriculteurs, comme Yankoba Ndiaye, ont misé sur l'énergie solaire et son financement. Du renouvelable qui lui a permis d'irriguer son exploitation agricole et de diminuer sa consommation de carburant. Solaire bi en même temps dañ ko subventionné dañ ma defal solaire ba pare solaire bi prix bi mi ngi demoon ay 4 millions ñun ma kon ñoom ñooy fay 2 millions yi dañ ko subventionné 50%. Solaire bi nag daf maa fekkoon ci coono gasoil ba métti ak paani machine yaa ngi dégg groupe baa ngi nii groupe bi da daan jël chaque jour 60 litres gasoil mais yàlla def na bi solaire bi ñëwee fii ne 20 litres du ko passé 20 litres gasoil ndax solaire bi dëgg la mënta roose tool bi mais day groupe bi da koy dimbali ba ay booru midi ñu fay ko li des ci ngoon gi yëpp groupe bi dootuñu ko utiliser. Mais ce passage d'une irrigation polluante à celle, disons, plus verte, n'aurait pas été possible sans l'engagement d'une association. Mamadou Ndiaye est aux commandes depuis plusieurs années de l'association des unions maraîchères des Niayes, une zone qu'il maîtrise parfaitement et qu'il a vu évoluer dans un contexte de changement climatique.
Aujourd'hui, avec les changements climatiques, aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que dans la zone des Niayes, de chaque année, nous nous sommes rendus compte que la nappe phréatique est en train de baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne pleut pas beaucoup et ça pose problème si nous ne modernisons pas notre façon de faire, si nous ne tenons pas compte de la disparition de la ressource. Et c'est à ce titre qu'on a introduit d'abord le pompage solaire pour permettre, à économiser de l'argent parce qu'on n'achètera plus de carburant, pour aussi nous amener à préserver cette ressource, 3, garder les emplois au niveau de la zone, mais aussi 4e, c'est de permettre surtout à participer à la protection et la conservation de l'environnement. En quoi faisant? Parce que quand on n'utilise pas de gasoil du tout, on se rend compte qu'on ne produit pas de gaz à effet de serre. Une diminution du risque de pollution traduit en chiffres et en lettres sur le terrain. Pour irriguer par exemple 3 hectares pour une campagne, des producteurs utilisaient au moins 1200 litres de gasoil et selon les données toujours de l'association des unions maraîchères des Niayes, ces producteurs sont passés de 1200 à 300 litres de gasoil. Un gain économique et écologique qu'on souhaite démultiplier. Yankoba Ndiaye. waxuma pour moteur bi saxaar si rek mais gasoil bi tuur ci suuf si rek li muy yàq ci environnement bi xam nañ loolu mais comme en tant que baykat moom bu amul leneen lu mu jàpp day daal jël la fa sës rek mais solaire bi ni ma ko gisee nii fii ne ni ma ci amoon 5 dootuma utiliser gasoil parce que solaire bi ni mel ni di génne ndox di ko yóbbu ci bassin bi am na boo xam boo koy installé woon tey ci bassin ba ne fi moteur ba la nag day tas ci tool bi. Sur les 22 000 producteurs de l'association, seuls 300 motopompes solaires ont trouvé bénéficiaires. À l'ONG Enda Tiers Monde, le sujet intéresse particulièrement l'ingénieur agronome Mamadou Sow. Il estime que pour renforcer le solaire, il faut passer par les petits producteurs. Les taux d'intérêt qui sont assez coûteux, ne permettant aux producteurs parfois d'assurer ou bien d'avoir une marge de manœuvre pour vraiment aller vers ce type d'investissement-là au niveau de ces zones. Donc c'est pour cela que souvent on observe quand même, c'est plus des détenteurs de capitaux qui en profitent pour des types d'investissements qui sont là, qui profitent mieux par rapport à ce type d'acteurs. L'eau ne coule pas à flot dans la zone des Niayes dans un contexte de changement climatique et malgré l'utilisation de motopompes ou de panneaux solaires. Mais actuellement, le système plus respectueux de l'environnement gagne du terrain et au grand bonheur de Yankoba Ndiaye qui attend avec impatience ses prochaines récoltes de pommes de terre. Pape Ibrahima Ndiaye, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Fin de ce rendez-vous avec l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant Baba Ndiaye pour la suite de votre émission RSA. Retour sur l'actualité. Bonsoir.